situé dans le zodiaque, à mon avis. C'est-à-dire que si nous débutons au Bélier, le Cancer est la 4e énergie du zodiaque. Cette énergie, ça serait expliqué, mais c'est un peu plus long, je ne peux pas le faire dans le temps qui m'est imparti. Il est dit dans des écritures orientales, philosophiques, spirituelles, etc., l'unité s'est expansée à travers sa multiplicité sans que son unité soit violée. Ce qui signifie, en plus clair, que d'une source va partir une multiplication, une multiplicité, et qu'un tout va se multiplier. Cette notion de multiple est une notion tout à fait Cancer. On pourrait dire le 1, l'unité, va s'exprimer à travers le 4. Le monde du à travers, c'est le monde du miroir, et nous le trouvons au monde du Cancer, la Lune également bien sûr. C'est aussi la multiplicité. Aller et multiplier, c'est la foule, et c'est une multiplicité sans cesse changeante, dans sa diversité. Nous allons donc avec le nombre du Cancer, le nombre 4 et l'énergie du Cancer, être dans une des 12 énergies du zodiaque tout à fait particulières, comme elles le sont toutes, une énergie qui va signifier naître et renaître. Or, ça ne signifie pas obligatoirement naître le nouveau-né qui vient au monde, petit bébé, c'est que nous naissons et nous renaissons sans cesse à travers une loi de cycle qui est bien expliquée par le signe du Cancer de la Lune, qui est son maître également. Donc, tout à l'heure, j'entendais parler de thèmes mauvais et de thèmes bons. Il y a des thèmes qui montrent qu'un être va, au cours de sa vie, avoir des obstacles à franchir. Comment va-t-il les franchir? Quelle métamorphose, quelle transformation va-t-il opérer en lui? Eh bien, ça, dans le triangle d'eau, on arriverait à l'expliquer, je l'expliquerai dimanche. Mais cette valeur de naissance et de renaissance nous permet de savoir qu'avec un mauvais thème, entre guillemets, c'est-à-dire où nous arrivons au monde avec des quantités de problèmes qu'il va falloir affronter, eh bien, nous allons le faire avec des possibilités de renaître sans cesse à des états passés, qu'ils soient psychologiques, sentimentaux, physiques, etc. C'est la vraie loi des cycles. Et c'est ce qui fait qu'un thème natal est le tout de l'être, et qu'à travers ces multiples naissances, morts, entre guillemets, renaissances, c'est-à-dire que du soir au lendemain, nous savons que nous naissons à des idées nouvelles. Même si elles sont infimes, au bout d'une semaine, d'un mois, on s'aperçoit en effet que nous sommes renés à, disons, des conditions différentes, celles qui étaient après, c'était la vie qui sans cesse passe et repasse. Alors je pense qu'à travers beaucoup d'autres notions, en particulier la notion de la connaissance, des sens qui vont être attribués au Cancer, parce que c'est parce que nous allons sentir, percevoir, que nous allons connaître, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas parler plus longtemps. Merci beaucoup, madame. Monsieur, vous ignorez parfois qu'il y a pas tellement d'astrologues qui ont un système très cohérent au niveau du zodiaque, et je crois que Mme Boniméduc en fait partie, mais je crois aussi que l'école fonctionnaliste, dans les conditions solaires notamment, a un discours qui est tout à fait acceptable. Oui, moi c'est ce que je pense, mais on n'est pas obligé de partager cette opinion. Bon, pour situer très, très rapidement le travail des conditionnalistes, dont le chef de file est Jean-Pierre Nicolas, et dont, je dirais, une des animatrices les plus connues s'appelle Françoise Hardy. Bon, donc ça situe un petit peu le courant auquel j'appartiens, auquel je me réfère. Notre travail a été de chercher ce qu'il y avait derrière les symboles. Pour nous, en astrologue, surtout en consultation, on ne travaille pas avec des symboles, parce qu'on ne peut pas travailler avec des symboles. Si on veut avoir une relation, je dirais, efficiente.
dans la mesure où le symbole est toujours quelque chose de flou et quelque chose qui est extrêmement difficile à manipuler. Par contre, on peut travailler, et le problème de l'homme sur Terre est celui-ci, avec des signaux, c'est-à-dire avec des choses que l'on reçoit et que l'on émet. Quand je parle ici, j'émets un certain nombre de signaux que vous recevez. Donc pour nous, le travail a été d'essayer de déchiffrer ce qu'il y avait derrière les symboles sur le plan de la réalité. Et en ce qui concerne le zodiaque, on s'est référé à un phénomène tout à fait concret, je dirais, enfin concret au moins dans son mécanisme, qui est l'alternance du jour et de la nuit sur le plan des saisons, et donc le fait que le jour croît et décroît en fonction du cycle annuel. Alors le Cancer, alors ça c'est ce qu'on appelle le zodiaque photopériodique, ce qui amène, si on veut, de la part de l'être humain, la réception d'une certaine quantité et d'une certaine qualité de lumière. Son système nerveux reçoit cette lumière, et en fonction, je dirais, de cette quantité, de cette qualité de lumière, il va réagir, et cette réaction propose des comportements, peut être après analysée en comportement. Donc très rapidement, à partir des travaux de Pavlov, que vous connaissez certainement comme neurophysiologue, physiologiste qui a travaillé sur l'apprentissage et le conditionnement, on a mis un système en place qu'on appelle le zodiaque réflexologique, et qui permet de comprendre les moments du zodiaque, parce que le zodiaque, en tant que tel, il n'existe pas, je veux dire, c'est une construction complètement mentale. Par contre, sur le plan de la lumière, il existe. Vous avez effectivement un phénomène lumineux précis. Alors au Cancer, qu'est-ce qui se passe? On est au solstice d'été, c'est le signe qui intervient juste après le solstice d'été, et à cette saison, le jour est dominant, je dirais même hyper dominant, puisqu'il y a un maximum de jours, et par contre, le jour décroît, il commence à décroître. Or, ce qui est important dans le signe du Cancer, c'est cette fonction de décroissance. Parce que qui dit décroissance, dit sur le plan réflexologique, une force d'inhibition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a trop de stimuli, comme au Gémeaux, l'individu il tire l'ombrelle par rapport au soleil, il se protège. Donc le Cancer va mettre en place ce qu'on appelle une force d'inhibition protectrice ou bloquante, qui va donc se manifester sur le plan du comportement, par exemple par la construction d'un certain nombre de barrières, de limites, de précautions, de filtres autour de lui, et qui vont délimiter un espace vital dans lequel il va construire l'intégralité de son existence. Donc ça, si vous voulez, c'est l'analyse, l'interprétation en tant que comportement de cette force d'inhibition bloquante. Mais il est évident qu'on n'a pas besoin d'être Cancer pour avoir cette force d'inhibition bloquante. Heureusement que tout le monde, y compris les Sagittaires ou les Verseaux ou les Lions, ont de l'inhibition bloquante. Quand vous vous protégez de la pluie, vous avez une inhibition bloquante par rapport à la pluie. C'est ce qui vous permet de ne pas être mouillé. Quand vous avez trop de soleil, si vous mettez à l'ombre, vous évitez le coup de soleil grâce à votre inhibition bloquante. Oui, je crois que ça va mieux comme ça. Je termine rapidement, et puis si vous avez des questions, rapidement j'y répondrai. J'essaierai, pour ne pas manger le temps de mes collègues. Il paraît que les cancers sont très gourmands, alors je ne vais pas abuser. Moi je ne suis pas Cancer. Alors, un autre élément du Cancer, c'est ce qu'on appelle la lenteur d'excitation, et qui est caractérisée, qui vient du fait que il y a effectivement quand même cette dominance du jour. En général, l'inhibition déclenche la lenteur. C'est-à-dire que si vous réduisez le nombre de signaux sur une fibre nerveuse, en même temps, a priori, vous en diminuez la vitesse. Le temps de réponse va être plus long. Donc à ce moment-là, on va avoir, avec une force d'inhibition, vous avez toujours une lenteur, avec une force d'excitation, vous avez toujours une vitesse. Mais comme la dominante est le jour, et qu'a priori le mécanisme diurne est un mécanisme excitant, c'est-à-dire quand il fait jour, vous avez tendance à vous lever, on sait très bien, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à ce niveau-là, par exemple au pôle, lorsqu'il y a les longues saisons d'été ou d'hiver, on le perçoit assez bien. Donc à partir du moment où vous avez cette dominance du jour, vous avez une excitation. Et là on est en lenteur d'excitation, ce qui fait que le Cancer, malgré sa force d'inhibition, n'est pas un personnage qui va être uniquement introverti, replié sur lui, sans ambition, sans projet, mais au contraire, c'est un personnage qui, dans le cadre de cette inhibition, dans le cadre de cet espace vital qu'il leur a aménagé, va avoir comme attitude la volonté de remplir le plus richement possible cet espace vital. Et de façon à y mettre, je dirais, le plus de choses exactement comme le fait de remplir un œuf. L'idée, c'est d'être rempli comme un œuf. Alors il y a ce qui donne au Cancer cette expansion, je dirais, programmée, mesurée,
posée, qui fait qu'il y a des personnages qui sont capables, tout en ayant cette inhibition préventive, de donner à leur vie une envergure absolument extraordinaire, quoi. Bon, je n'ai plus l'exemple, le nom du personnage en tête, vous allez certainement me le rappeler, mais c'est un bon exemple de cancer. C'est Paul-Émile Victor, voilà. C'est un personnage qui a passé un grand nombre d'années de sa vie à vivre dans les igloos du pôle Nord. Je veux dire, c'est un bon exemple de protection bloquante par rapport à un climat extrêmement difficile, hein, et où on vit, je veux dire, à 12, 15, 30, ça dépend de la taille des igloos, mais où les gens sont serrés au coude à coude pour conserver leur chaleur et pour, je dirais, maintenir une loi dans un paysage où il n'y a rien que le chaos, hein. Et puis ce même personnage, Paul-Émile Victor, très récemment, a passé son temps ensuite à aller voir du côté de l'équateur ce qui se passait, c'est-à-dire sous les pays chauds. Donc, il montre bien à la fois cette force d'inhibition bloquante au niveau de cette expérience sur le plan de l'igloo et la lenteur d'excitation, c'est-à-dire cette progression, cette expansion dans ses conquêtes, dans ses recherches, pour essayer de finalement faire le tour des problématiques du climat sur Terre et de l'adaptation des individus à ces climats. Alors, le cancer a aussi des faiblesses, notamment ce qu'on appelle un manque d'excitation associative, c'est-à-dire qu'il peut se renfermer, c'est-à-dire que cette protection devient un enfermement, une névrose à ce moment-là, et l'individu ne communique plus. Auquel cas, bon, je veux dire, on a affaire à l'ours dans sa grotte, quoi. Avec ce qu'on appelle un manque de vitesse d'inhibition, c'est-à-dire un manque de réflexion, un manque de travail intellectuel précis pour discriminer les signaux lorsqu'il est en inadaptation. Voilà, j'ai terminé mon exposé. On va passer la parole à M. Delevard, à côté, puis il a peut-être quelque chose à nous dire sur le cancer. Très brièvement, je voudrais quand même signaler au point de vue du cancer, auquel je rejoins entièrement mon collègue, où je me reconnais tout à fait, ce qui prouve que l'astrologie est toujours vraie. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez en astrologie, ça marche toujours. Mais je voudrais assister à quelque chose qui est particulier au cancer et que j'ai éprouvé durant mon existence, c'est la globalité. Si vous voulez, c'est la seule chose qui manquait. On appelle ça, nous, le sens des synthèses. Ah ben voilà, voilà, c'est ça. C'est le sens des synthèses ou le sens des totalités. Comme c'est un signe, effectivement, de solstice, l'individu est présent. C'est pareil pour le solstice d'hiver, mais voilà. d'autres l'individu gère à ce moment-là une totalité, il est sensible au sens des ensembles. Et notre ami Jacques Albrun, qui est sagittaire avec un cancer fort, a vraiment ce sens des totalités. On a pu le voir tout à l'heure. Voilà, alors je voulais dire que, si vous voulez, je vois l'astrologie, moi, dans une totalité, c'est-à-dire que je ne peux pas voir un cancer, je vois la totalité qui fonctionne, et qui fonctionne non pas dans le temps, mais dans l'instant. Si vous voulez, c'est pour ça que j'ai écrit l'astrologie du verbe, parce que l'astrologie du verbe, donnant une valeur à chaque lettre et à chaque consonne, fait que dans l'instant, j'utilise tout mon thème dans l'instant où je parle. Voilà, c'est simplement ce que je voulais ajouter. Bon, eh bien, moi je n'interviendrai pas sur vous donner mon opinion sur le cancer, je me contenterai d'essayer de discipliner un peu le débat. Je pense que déjà, avec 4 intervenants sur ce sujet, il y a déjà un certain nombre de questions qui devraient pouvoir apparaître. Monsieur, vous avez la parole. Parlez plus fort. Vous venez de parler avec plus fort. Alors c'est un micro-baladeur là, peut-être. C'est ça. Pour les conditionnalistes, vous dites, d'après ce que je crois comprendre, Oui, allez-y. Pour les conditionnalistes, d'après ce que je crois comprendre, ça conditionne. Est-ce que c'est ça d'abord? Est-ce que c'est vrai? Alors le mot conditionnalisme est venu effectivement du mot condition ou conditionnement. Il a 2 sens. D'abord qu'effectivement l'individu est conditionné par le ciel au même titre qu'il est conditionné par la terre. Et nous on fait énormément la différence entre les conditionnements célestes, effectivement, zodiacaux, planétaires, etc., rythmiques, essentiellement en rapport avec le temps, la plupart je veux dire de façon profonde, et les conditionnements terrestres qui sont génétiques, psychologiques, familiaux, culturels, religieux, qui ne sont pas indiqués dans le thème pour nous.
Très précisément. D'accord. Et ça a un deuxième sens, condition, ça veut dire que, conditionnaliste, que l'astrologie est l'astrologie est conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'exprimer d'une façon absolue. Un thème est relatif à la façon dont on va s'en servir, relatif à la façon dont il va être vécu dans un milieu culturel particulier. Vous pouvez avoir, je suis à peu près sûr qu'il y a plusieurs centaines de jumeaux astro sur Terre qui ont donc le même thème que vous, mais parmi eux il y a des noirs, parmi eux il y a des femmes, parmi eux il y a des gens qui sont d'une autre religion, d'une autre langue, d'une autre nationalité que vous, et avec exactement le même thème, ils auront un destin forcément complètement différent, parce qu'ils seront conditionnés sur un autre plan par la Terre, tout simplement. Par contre, ils auront les mêmes structures célestes. Alors, j'en viens donc à ma question. Je crois avoir compris le système des conditionnalistes. Et la question est la suivante. Quelle est la part que vous faites au libre arbitre dans ce sens-là, dans ce système-là? Ça veut dire que le problème du libre arbitre dans le conditionnalisme ne se pose plus quelque part. Parce que, a priori, l'individu est conditionné par un certain nombre de choses, aussi bien sur Terre que par le ciel. Le libre arbitre, c'est forcément, moi je le renvoie au discours de M. Delabarre, que j'aime bien, je suis désolé, mais bon, il parlait d'amour, moi il y a des gens que j'aime bien, puis il y a des gens que j'aime moins bien, c'est vrai, mais qui effectivement renvoie à quelque chose qui, à mon sens, n'est pas ni du ressort d'astrologue, ni même du ressort d'une quelconque psychologie ou science. Le libre arbitre, ça renvoie à la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Moi je ne suis pas gourou, ni maître, ni quoi que ce soit. Pour moi, le libre arbitre, c'est effectivement quelque chose d'inconditionné, ça renvoie chez nous à l'inconditionné, et comme c'est inconditionné, et qu'on ne peut percevoir les choses sur le plan de la science ou de la rigueur que par des conditions, eh ben, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est tout. D'accord. Donc vous n'êtes pas dans le... vous ne pouvez pas adhérer au système spiritualiste, alors, si je comprends bien. Est-ce que madame peut répondre sur le point du libre arbitre, je pense L'être humain n'est pas conditionné à mon avis. Il l'est obligatoirement puisqu'il vit dans une société, dans un entourage, dans une famille quand il est jeune, dans les cercles, et ça nous sommes en plein dans le monde, disons, de la Lune et du Cancer. Il vit dans des cercles d'influence, bien sûr. Mais quand on se croit conditionné, c'est qu'on n'est pas libre. Se croire conditionné, c'est se croire enfermé dans un système. Et les systèmes, justement, la multiplicité dont je parlais tout à l'heure, c'est justement d'avoir un système peut-être, mais de l'intégrer dans la multiplicité des systèmes, c'est l'antiracisme, et c'est l'amour, c'est cela. Il faut que le véritable amour, c'est la relation à égalité avec les autres. Et si nous parlons disons, de conditions de vie, bien sûr, mais je parlais tout à l'heure que le nombre 4, enfin, ne parlons pas de nombre, parlons du cancer, était quelque chose qui naissait et renaissait sans cesse, mais renaît et renaître, c'est renaître sur un plan supérieur à celui qui était précédemment. Et c'est la spirale évolutive, on pourrait parler de ces cycles qui vont vers l'infini d'où nous sommes sortis. Mais la question du conditionné, ce sont les jeunes gémeaux, les jeunes qui disent je suis conditionné par ma famille et qui font craquer nous voyons ça en ce moment, qui font craquer les murs dans lesquels ils sont enfermés, mais c'est parce que quand on est conditionné, c'est qu'on est enfermé soi-même dans ses propres murs. Alors, une seconde s'il vous plaît. Vous permettez? Il faut d'abord vous présenter. Je pense, vous voulez intervenir, il y a un débat qui s'instaure. Je suis Sarah Maya. Bon, alors, une petite seconde, s'il vous plaît, si vous permettez de me continuer à diriger les débats. Bon, je voudrais simplement intervenir personnellement pour dire que le libre arbitre, puisqu'il est question du libre arbitre, je crois qu'effectivement chaque individu est conditionné par la manière dont il a été élevé, de la manière sur le plan génétique, de la manière dont les gens vont avoir une éducation. Et le libre arbitre, pour moi, c'est la possibilité de décider de son propre moi, certainement à travers des événements dont on est certainement inconscient. Ceci dit, madame, vous êtes madame? Je suis Sarah Maya. Bien, alors vous voulez intervenir, je pense. Vous avez la parole. Merci. Excusez-moi de vous avoir interrompu par inadvertance. Bonjour. J'étais intéressée par ce qui se passait parce qu'effectivement, Jacqueline Belluc
exprime que le conditionnement, ça n'est pas vraiment un conditionnement. D'une part, c'est quelque chose qu'on a choisi. On reviendrait à la théorie que développait hier soir Irène Andrieux, à savoir que notre thème de naissance, c'est la forme, c'est le contrat que nous avons choisi pour venir dans cette vie, pour expérimenter des choses qui, en fonction de ce que nous avons vécu précédemment, vont nous permettre d'évoluer. D'autre part, parler du cancer ou parler d'un autre signe, l'approche qui en était faite était très intéressante, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des êtres statiques et que les planètes sont nos énergies internes, à savoir que la Lune, chaque mois, expérimente tous les signes du zodiaque. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un être figé. Nous avons un tempérament de base, qui est un tempérament de base qui s'exprime sous la forme de notre thème, mais que notre thème est sans arrêt en mouvement, que la Lune passe dans tous les signes tous les mois, que le Soleil, avec une autre énergie, passe dans tous les signes tous les ans. Donc, nous sommes tous les signes. Nous sommes au centre d'un zodiaque. Et nous expérimentons tout. Et c'est pour ça, par exemple, que des choses comme Astroflash ou comme d'autres choses sur ordinateur marchent tellement bien. C'est parce que quoi que ce soit qu'on dise, qu'on parle de n'importe quel signe, on peut s'y reconnaître, puisque chaque signe est une facette de nous-mêmes que nous allons expérimenter au rythme des planètes dans notre vie plusieurs fois. Donc nous ne sommes pas figés, l'astrologie ne peut pas être quelque chose pour nous mettre dans des cases. C'est une horloge qui va nous permettre de suivre notre évolution en même temps qu'on verra évoluer les planètes dans l'espace. C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Oui. Donc, 2 secondes simplement la parole à monsieur Didier Doré qui veut faire une intervention très courte et après je passe la parole à ceux qui désirent apprendre. Oui, moi je voulais juste répondre à votre question. Donc, est-ce qu'on est anti-spiritualiste? Je me méfie toujours des ismes, y compris du conditionnalisme. Hein. Donc moi, j'appelle l'astrologie conditionnaliste en fait l'astrologie naturelle, parce qu'elle fait référence à des éléments naturels. Bon, je sais pas, je veux dire, chacun, je dirais, choisit ses référents. Moi, j'appelle l'astrologie naturelle parce qu'elle est branchée sur une réalité naturelle, les cycles du jour et de la nuit, les cycles planétaires, etc. Bon, ça veut dire que si on a pris conditionnaliste, c'était pour se démarquer par rapport à l'aspect absolu et, je dirais, fataliste d'un grand nombre d'astrologies, d'un grand nombre d'écoles astrologiques. Bon, c'est tout. À l'époque, ceci dit, en ce qui concerne le spiritualisme, donc nous ne sommes pas spiritualistes, nous ne lions pas l'astrologie et la spiritualité ou et la religion, mais ça n'empêche absolument pas d'avoir une quête spirituelle personnelle, d'avoir une option spirituelle et une recherche spirituelle en tant qu'individu. À mon avis, bien au contraire, parce que ça libère de beaucoup de conditionnements spirituels. Bien. Vous aviez demandé la parole, madame ? On continue, madame. Vous voulez répondre ? Je vais répondre en 2 minutes. Je veux dire, on m'a demandé de faire un exposé sur le cancer. Non, mais c'est notre méthode astrologique. Vous pouvez laissez parler. Très bien penser que c'est pas de l'astrologie. Nous, c'est notre méthode. Voilà. Voilà, moi, alors, en ce qui concerne ce que vous nous dites par rapport à la physique quantique, bon, je connais un petit peu la physique quantique, on pourra en parler beaucoup.
la physique relativiste, etc., il est évident que dans un exposé de 10 minutes, enfin, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, on ne peut pas développer tous les aspects. Et ce qu'a dit Sarah Maya tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec elle, le thème n'est absolument pas quelque chose de statique, l'individu n'est pas statique non plus, et comme je l'ai précisé, il n'y a pas besoin d'être cancer pour être en inhibition protectrice. Chacun d'entre nous a ce mécanisme-là. Par contre, les gens sensibilisés par leur thème natal à ce moment-là de l'année sont plus souvent que les autres en mesure de réagir comme ça. Mais effectivement, pour le reste, le développement et les mutations de l'individu peuvent être extrêmement nombreuses. Un thème est très complexe. Bon. Non. Ah ben, non, je crois que j'en suis convaincu, mais j'ai dit aussi qu'il y avait un inconditionné quelque part. Excusez-moi, je vais interrompre le dit, débat. Le sujet est le cancer. Il ne s'agit pas de juger l'astrologie conditionnaliste. Excusez-moi, il ne s'agit pas de juger l'astrologie conditionnaliste ou pas. Le sujet est le cancer. Je passe la parole à un ami de gauche. Bon, effectivement, il faut quand même savoir pouvoir concilier les deux choses, le déterminisme et le cancer. On peut trouver un point commun qui est dans le fait que le cancer est d'abord la mémoire. D'abord les origines, la mémoire. Effectivement, le cancer, c'est d'abord tout ce que vous avez accumulé, éventuellement dans les vies antérieures. Et là encore, je voudrais vous préciser, mais très rapidement, qu'un thème est très souvent normal. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'astrothérapie, par exemple, on se rend compte que à partir d'un thème qui souffre, parce que souvent les gens viennent voir un astrologue parce qu'ils souffrent, eh bien le thème en lui-même est souvent normal, et il suffit de rendre à la personne l'énergie qui était au départ. Autrement dit, le déterminisme dont nous parlons, il peut être parfaitement positif. Bien. Vous voulez prendre la parole? Monsieur, la parole. Oui, c'est une question très courte. Une question donc... moi, il y a un fait qui me surprend quand même. La première fois qu'on a pu mettre le doigt sur la Lune, je devrais dire mettre le pied sur la Lune, c'était le 16 juillet 69. On était en plein mois du Cancer. Bon. Alors là, je pose la question aux astrologues, coïncidence ou déterminisme, quelle implication peut avoir cet événement par rapport au phénomène Cancer en général? Est-ce que vous voyez une relation de cause à effet? Qui veut répondre? Non, non, s'il vous plaît. Je m'excuse de discipliner les débats. Qui veut répondre? Il faut croire au hasard ou ne pas y croire. Est-ce qu'on ne peut pas parler de résonance, tout simplement? C'est-à-dire que les choses arrivent quand elles sont en résonance. C'est une notion qui vous dit quelque chose? Résonance, c'est ça? C'est pas c'est ni l'un ni l'autre, ni déterminisme, ni hasard, mais c'est résonance. Les choses arrivent quand elles sont dans la même vibration, c'est tout. C'est une conception, hein? Pour répondre un petit peu... qui reste en suspens sur les astronomes qui à un moment donné sont trouvés sur la Lune. Donc les énergies lunaires étaient effectivement très différentes pour la première fois et on n'a jamais travaillé ce problème. Comment ont-ils perçu ces énergies lunaires sur la Lune? Justement, moi, ça me semble assez intéressant et par rapport à l'astrologie. Parce que pour la première fois de l'humanité, l'homme est capable, et ça c'est je veux dire, difficilement contestable, à moins de penser bon, que l'homme a eu d'autres civilisations avant, mais a vu sa planète du dehors. C'est la première fois que ça peut être inscrit sur des tablettes, si on veut, que l'homme a vu sa planète du dehors. Bon. Il n'est plus sublunaire. Bon. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le progrès qui va se faire dans les années qui viennent, le système solaire, il va être vu d'une autre façon. On va pas être seulement des gens qui le subissent ou qui le perçoivent de loin en pouvant mal distinguer les planètes des étoiles. On va être des gens, d'ici 100 ans, 150 ans, 200 ans, qui vont aller sur les planètes, bon, a priori sur la Lune, ce qui est peut-être pas non plus toujours très prudent, enfin on pourra en parler justement demain,
qui vont installer des stations orbitales, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui était symbolique, tout ce qui était mythologique, va prendre une autre allure. Je prends un exemple très simple. Il y a eu une mythologie du Nouveau Monde. Au moment, au XVIe siècle, où on est parti, au XVe siècle, on est parti pour découvrir les Indes, en faisant le tour de la planète, puisqu'on savait qu'elle était ronde à l'époque, et non plus en passant par la Terre, on a pensé au Nouveau Monde. Et il y a eu une mythologie du Nouveau Monde. Puis il y a eu une mythologie des États-Unis, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire un symbole, c'est quelque chose qui n'était pas vrai, quoi. Donc, et puis quand on est arrivé en Amérique, qu'on a vécu sur place, on a aperçu que c'était pas seulement un symbole. C'était quoi? C'était une terre avec des fleuves, avec des minéraux, avec des arbres, avec des hommes qui vivaient, et puis qui ne correspondaient pas obligatoirement à ce qu'on y pensait. Bon. Et à ce moment-là, on a réajusté forcément la symbolique du Nouveau Monde par rapport à la réalité. Et moi, je crois que l'astrologie va prendre un tournant énorme dans les 100 années qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus être seulement des gens qui symbolisons sur les planètes, mais des gens qui les vivons d'un point de vue concret. À partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de symboles qui vont certainement sauter. Hein, et qui vont être en rapport, on va se mettre davantage en rapport avec la réalité. Mais vous savez, je suis très modeste dans mes connaissances. Je vais bien le croire. Et il y a des images fausses. Excusez-moi, avant de vous passer la parole, moi je vais revenir à la question de madame. Bon, parce que il est évident que les stations orbitales, de plus en plus, les gens, les Russes ou les Américains, habitent de plus en plus longtemps dans une station orbitale. Supposons qu'une femme fasse partie d'une équipe de cosmonautes et qu'elle soit enceinte, sans le savoir, et qu'elle accouche dans une station orbitale. Quel va être notre problème? Oui, et puis Bon, voilà, excusez-nous. Non, je dirais que je ne connais pas votre nom, mais je suis restée plus ou moins sur ma faim. Mais je pense que c'est un problème qui n'a jamais été... C'est pas forcément la bonne. Ce problème, au niveau des énergies... Pour l'instant. Au niveau des énergies Excusez-moi, mais je voudrais avoir votre opinion et nous dire pourquoi une femme enceinte ne monte jamais dans un avion. Je ne dis pas qu'elle monte jamais dans un avion, je dis qu'elle a des soucis si elle monte en avion. J'avais une fille qui était hôtesse de l'air, je sais de quoi je parle. Eh bien, la différence de pression est extrêmement importante puisqu'une hôtesse de l'air ne voyage pas quand elle a une angine. Et les cycles de la femme qui marche avec la Lune, une femme sur la Lune, je serais curieuse de savoir comment ça pourrait fonctionner. C'est pour ça que j'avais répondu de cette façon-là à votre question, en disant que, puisque vous parlez d'énergie, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Ça reste à définir, enfin, très précisément d'un point de vue physique, c'est pas n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que on sort du symbole. Le problème n'est pas un rapport mental entre les énergies des astronautes de la Lune, mais le fait que les gens arrivent sur la Lune physiquement, mais qu'est-ce qui s'y passe? Ils vivent une réalité, c'est plus du tout un problème d'énergie symbolique. Et ces énergies-là, à ce moment-là, sont mesurables, ne serait-ce que par la gravitation. Je veux dire, sur la Lune, vous pesez 6 fois moins. C'est quand même pas rien. Bon, vous voyez bien qu'en définitive, l'intérêt de ce genre de colloque est très intéressant. Il n'est pas question de savoir si l'astrologie conditionnaliste a raison ou si ma voisine de droite a raison. Il est intéressant d'échanger des options, d'échanger des idées et que chacun reparte chez soi avec une idée différente peut-être et certainement très intéressante de celle avec laquelle il est arrivé. Oui, simplement 2 mots pour vous faire remarquer que beaucoup d'ouvrages et de recherches sur les civilisations disparues font état de lunes qui n'existaient pas ou de lunes qui tombaient sur la Terre. Et il y a une théorie où qui sont partis. À ce moment-là, que devenaient les femmes? Non, merci. Bien, autre question? Il y en a d'autres, j'espère, sur le cancer. Personne n'a de questions à poser sur le cancer? Bon. Il y a quelque chose qui m'a toujours un petit peu ennuyé en ce qui concerne le rapport entre le cancer et les maisons du cancer, en quelque sorte. Parce que souvent on relie le cancer avec la maison 4. Tout simplement, d'ailleurs souvent ce rapport entre les maisons et les signes n'est pas toujours très clairement explicité. Et dans ce cas précis, la maison 4 est une maison qui correspond à une valeur nocturne jusqu'à un certain point, puisque c'est lorsque quelqu'un naît à minuit,
enfin à peu près autour de minuit, il a le soleil en maison 4, alors que le Cancer lui-même est un signe d'été, est un signe du solstice d'été. Alors, cette contradiction entre le valeur Cancer 4, le 4 étant le fond du ciel, et la valeur Cancer solstice d'été, ne me paraît pas évidente, et je ne suis pas sûr qu'elle ait été résolue. Alors voilà cette petite énigme à la sagacité de nos amis. Monsieur Delabarre, si vous voulez bien répondre, enfin essayer de répondre, il va peut-être nous parler après de votre zodiaque. J'en ai tellement beaucoup que j'ai une collection à commenter. Mais j'avais les yeux plus grands que le ventre, un gros cancer comme moi, ça ne sait pas où les mettre. Je voulais dire une chose à Jacques sur la question du soleil. Galilée a trouvé que le soleil, que nous tournions, la Terre tournait autour du soleil. Je crois que notre époque actuelle nécessite que les hommes prennent leur destin en main tellement ils ont une puissance considérable à leur... et que le problème, ce n'est pas celui de la bombe atomique, mais du contrôle de l'être, du contrôle de l'homme par lui-même. Et que pour cela, il faut qu'il fasse la révolution inverse et mettre le soleil au cœur de lui-même pour conquérir l'univers. Et alors à ce moment-là, ça explique qu'au Cancer, à la maison 4, ça soit le régime du soleil au maximum, mais le soleil intérieur. C'est une jolie réponse. Hein. Attendez une seconde. Alors, une autre réponse de l'idée dorée. Oui. Alors, monsieur Doré va vous répondre immédiatement. Je voulais répondre à Jacques parce que c'est quand même une question de fond sur la technique astrologie. On est quand même des astrologues et non seulement la théorie mais la technique puisqu'on s'en sert quand même dans la pratique justement. Donc je réponds à Jacques et puis bon je tâcherai de vous répondre très rapidement parce que je vois que vous mûrissez ça depuis un bout de temps là, cette histoire de conditionnement vous êtes conditionné par le conditionnement, là, entre parenthèses. Alors attendez, bon, je termine. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à la question de Jacques, les conditionnalistes ne reconnaissent d'une part pas les maîtrises, parce qu'elles n'ont jamais été prouvées, premièrement. C'est-à-dire que c'est un système d'analogie intéressant comme tout système, mais rien n'indique que les maîtrises soient efficientes. Bon, dans la mesure où M. Delabarre nous a bien expliqué que celui que l'on conditionnait par notre discours voulait bien nous répondre exactement ce qu'il voulait, on trouvera toujours quelque chose chez quelqu'un à expliquer en astrologie. Donc méfions-nous des techniques astrologiques sur ce plan-là, au niveau de la recherche. C'est pour ça que nous on fait référence à la nature, au côté concret des choses, si on veut. Ensuite, deuxièmement, on ne fait pas de rapport entre les maisons et les signes sur un plan direct, au niveau numérologique par exemple. Donc nous, on n'est pas du tout gênés par cette incohérence, effectivement, je dirais absolue, hein, c'est vraiment l'inverse, solstice d'été d'un côté, minuit de l'autre. Sinon, c'est cette histoire de totalité qui serait intéressante. Et alors, enfin, je voulais juste terminer par rapport à cette histoire très rapidement de conditionnement. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit conditionné et à quelque niveau que ce soit, si effectivement il existe en nous une possibilité de nous déconditionner? Je l'ai dit tout à l'heure de la même façon. Je l'ai dit. Et ce que je veux dire, c'est que personnellement, moi, j'ai pas peur de mes conditionnements. Je suis mes conditionnements. Et au-delà de mes conditionnements, je peux être autre chose. Hein, mais il faut effectivement les reconnaître d'abord et les voir en face pour les dépasser. Bon, alors, excusez-moi, voilà, mais je l'ai dit. Notre voisine de droite ayant demandé la parole, on va lui donner. Le conditionné, bien sûr, il est énorme ou il est petit. On est conditionné. C'est bon, ça marche? Bon, il est conditionné, nous sommes conditionnés par des barrières, des fermetures qui nous sont propres, qui sont petites. Il y en a d'énormes contre lesquelles on bute pendant une bonne partie de sa vie. Mais qui dit quelqu'un qui est conditionné, c'est quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un de passif. Ne nous étonnons pas
de trouver dans les gens qui sont conditionnés une énergie taureau qui fait que, par le mauvais côté du taureau, qui a des côtés magnifiques, comme tous les signes et comme toutes les énergies du zodiaque, toutes sont reliées les unes aux autres. Quand on saura que les énergies du zodiaque, les 12 potentiels énergétiques du zodiaque sont liés les uns aux autres, on pourra faire une interprétation. C'est-à-dire que quand on voit un cancer qui a sa lune en taureau, par exemple, eh bien on peut dire voilà un côté enfantin qui subit, qui est, au point de vue maternel, très proche de la mère, mais qui a beaucoup de mal à couper le cordon ombilical. Bien. Il a une mère, il n'est pas tombé du ciel. Bien. Alors, M. Aguilar a demandé la parole. Hein? Plusieurs points pour proposer une solution à M. Albron à une question difficile. Le soleil, le solstice et le minuit du thème, on peut faire la remarque suivante, que c'est le solstice pour l'hémisphère nord et pas, hein, donc ça c'est une forme. Alors je crois que si on commence à perdre de vue le fond des choses, c'est-à-dire on commence à intellectualiser, on prend des mots, on les arrange, on peut toujours retomber sur ses pieds, c'est très facile, on parle un peu de science, on mélange un peu tout. Je suis scientifique, je pourrais savoir, je sais de quoi je parle. Les scientifiques, pour l'instant, n'en sont pas encore à se poser des questions de fond sur l'astrologie, mais il y en a certains qui se les posent. Pour revenir au cancer, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de mettre derrière ce minuit tout ce subconscient, cet inconscient, cet imaginaire, toute cette formation, de cette naissance en incarnation, c'est par la porte du cancer que l'homme est venu sur cette planète, en quelque sorte. Ça, c'est pour certains spiritualistes qui partagent cet avis-là, et de faire la contradiction apparente entre le soleil à son zénith sur le plan des saisons et le minuit du thème. Je crois que si on perd cette notion de base qui est j'existe, mais peut-être qu'avant d'exister sur cette planète j'existais ailleurs, etc. Il y a des propositions de fond qui peuvent apporter un éclairage différent et de poser la question entre l'apparent, le physique, et en rester au physique. Et c'est pour ça que les conditionnalistes, c'est pas qui m'inquiète, mais c'est vrai que non, mais les craintes, vous voulez faire, bon, c'est votre affaire. Donc ça, c'est votre affaire. Vous faites l'école que vous voulez, ça vous regarde. Hein, ça, c'est pas là le problème. Non, d'accord, non. Je critique pas du tout, Monsieur Doré. Je critique pas du tout ce que vous faites là. Hein. Non mais d'accord. Non mais je peux répondre. Bon. Le conditionnalisme, il est un fait évident, scientifiquement prouvé qu'on est conditionné par l'ensemble de nos chromosomes. Ça définit une certaine structure physico-chimique. Ça, c'est une évidence, on le constate, personne ne le conteste, c'est sûr. Ça, voilà un véhicule dans lequel on va se mouvoir, bon, et qu'il faudra faire avec. Mais peut-être qu'au-delà de ce visible, au-delà de ce matériel, il y a peut-être quelque chose, comme disait M. Delebarre, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur qui est l'essentiel, et qui doit justement dépasser cette limitation. Et je suis d'accord avec M. Doré lorsqu'il dit qu'il faut reconnaître la limitation, les conditionnements pour pouvoir le dépasser. La parole. Conditionnaliste. Alors je voulais savoir si c'était par hasard, parce que dans l'analogie entre la nuit et le cancer, vous êtes les seuls à faire remarquer que justement le moment du cancer, c'est le moment où les valeurs de nuit reviennent. Alors, vous donnez une réponse, peut-être sans le vouloir, mais je trouve qu'il y en a une. Quoi. La fin de la nuit, oui. Le commencement du jour. Oui, mais il l'a... Pour les conditionnalistes, la Lune n'est pas liée au cancer, de toute façon, n'est-ce pas? Il faut encore le repréciser. Bon, à la question posée, notre ami Didier Doré va répondre. Pardon, j'ai pas... Absolument, oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est comme ça. Alors, bon, je remercie Madame d'être intervenue, c'est tout à fait juste. Sur le plan du cancer, par rapport à cette réalité-là, mais encore une fois, je vous dis, nous, on n'apporte pas de réponse comme ça sur ces plans-là, pas plus qu'on apporte de réponses spécifiques sur les maîtrises. Parce que ce sont des systèmes qui ne sont pas fondés sur une réalité, ce sont des systèmes qui sont fondés sur une réflexion, je dirais,
exégétique, hein, c'est-à-dire sur le retravail d'une théorie, et non pas sur un recours à une réalité. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles, j'ai jamais dit qu'elles étaient absurdes, ça veut dire que le mode de raisonnement utilisé là est un mode de raisonnement purement intellectuel, sans rapport à l'expérience. Nous, notre travail en tant qu'astrologue, c'est d'être d'une part astronome, enfin tout au moins d'avoir suffisamment de notions d'astronomie, de biologie, de génétique, de connaissance de l'homme et du ciel, pour essayer de comprendre comment fonctionne l'astrologie, comment elle s'enracine dans l'être humain, et puis si elle existe, l'astrologie autrement dans la tête des gens. Et on a démontré, effectivement, calcul à l'appui, qu'un certain nombre des outils qu'on avait proposés étaient effectifs, efficients dans le comportement. Voilà. Alors, en fait, vous venez de nous dire que, en fait, vous faites l'analyse des réalités. Mais qu'est-ce qu'une réalité? D'accord. Comment est la réalité, la véritable réalité? Est-ce qu'elle existe véritablement, la réalité? Alors, la réalité auquel on fait référence, c'est ce qu'on appelle la réalité naturelle, la même réalité sur laquelle les scientifiques travaillent, à savoir, les scientifiques travaillent aussi sur les rythmes biologiques, on en parle beaucoup, il y a un article dans La Patient ce mois-ci où on parlait des rythmes biologiques et de cette importance des rythmes biologiques avec le problème de l'heure d'été qui va arriver demain, on en a encore parlé à la radio suffisamment, ça c'est une réalité non concrète, mais tangible, une réalité qui est quoi. Donc on travaille sur la même réalité que les physiciens, que les scientifiques, avec quoi de plus que l'idée de comprendre qu'il y a une vraie relation entre l'homme et le ciel, une relation d'ordre interne, alors que les astronomes ou les physiciens travaillent sur la réalité sans penser qu'il y a une relation interne et ils ne prennent en compte que la relation externe, la relation matérielle, sauf quelques physiciens, genre Charon ou Hubert Reeves, qui commencent à penser effectivement que étant né des étoiles et ayant ce rapport avec l'hydrogène, on transporte en nous une information. Moi, je veux dire, Jean-Émile Charon, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui est reconnu sur toutes ces théories par les scientifiques. Oui, mais là, si vous voulez, moi je vais donner mon avis. Je n'ai pas donné beaucoup jusqu'à présent, je vais le donner. J'ai dit que les scientifiques, les affirmations des scientifiques, et je m'excuse, je ai dit qu'il y avait des scientifiques tout à l'heure, qu'en définitive, ce sont des axiomes répétés qui définissent qu'un scientifique peut affirmer une réalité. Or, cette réalité, elle n'est pas forcément existentielle. Parce que Charon, il a peut-être raison, autant que Jacob ou que Monod. C'est pas du tout évident que les affirmations des scientifiques soient des affirmations exactes. La vérité n'existe pas. La vérité est qu'on a toujours possibilité de remettre une vérité en question. Moi, j'ai pas parlé de vérité, j'ai parlé de réalité. Hein, c'est-à-dire, bon alors on glisse là, je pense, d'un débat à un autre. Il termine, on passe la parole à madame. Voilà, c'est ça, je veux dire, il y a divers niveaux de réalité. La loi de la gravitation, les scientifiques perçoivent la réalité et énoncent des lois naturelles qui, dans des conditions données précises, se reproduisent d'une façon normalement automatique. Hein. Donc, nous on fait appel à ces réalités-là aussi. La gravitation est une réalité, au moins elle a une certaine qualité sur Terre, que cette réalité soit dépassée sur un autre plan de réalité, tout à fait possible. À ce moment-là, nous on changera aussi nos outils de travail. D'accord. Bon, vous avez la parole. Bon, la réalité dont nous parlons, elle est à multiples faces. Il est certain qu'il y a presque autant de réalité que de gens sur Terre. Nous avons chacun nos systèmes de pensée, même là, au moment où je parle, chacun construit une image différente, mais qui en fin de compte a les mêmes racines. Le système naturel, c'est un système qui se réfère, pour parler du mot naturel, qui a, disons, des rapports avec la nature des choses, c'est donc quelque chose c'est un système qui se réfère à des lois bien précises. Or, je suis toujours gênée quand j'entends parler de systèmes naturels qui sont, je dis pas exclusifs, mais enfin, qui semblent cerner une vérité, etc. Il y a d'autres systèmes qui sont basés sur des lois. Et l'important, et que nous offre le zodiaque dans sa merveille, c'est de nous faire nous montrer et nous faire approcher. Parce qu'il faut bien se dire qu'on n'approchera pas d'ici longtemps
suprême, la réalité lune. Nous approchons par un petit canal quasi. Mais l'important, c'est de démontrer ce que l'on dit. Or, si on se réfère à la loi que le zodiaque nous présente, on l'appelle la table de la loi, c'est une continuité d'énergie agissant et réagissant les unes sur les autres. Le système, Jacques me demandait de parler du nombre. Il est certain qu'il y a une loi qui est celle du triangle. Vous savez, dans le zodiaque, il y a 1000 figures géométriques. Il y en a dont on ne parle jamais, qui sont extraordinaires, parce qu'elles expriment justement qu'il va y avoir des transformations qui seront tout à fait indiquées par les figures géométriques. Les figures géométriques sont à base de nombres, naturellement, et pas de chiffres. Mesdames, nos grands-mères chiffraient leurs draps, elles faisaient des images. Le nombre, c'est un potentiel énergétique, c'est tout à fait autre chose. Enfin, l'un est l'image de l'autre. Donc, si on veut parler de système naturel, il y en a d'autres qui sont tout aussi naturels, c'est-à-dire qui se réfèrent à des lois. Et la loi du zodiaque, c'est la loi de l'unité à travers sa multiplicité. Je ne peux pas vous l'expliquer de façon, ça demande 2 et 3 mois d'études à mes élèves, une fois par semaine bien sûr. Il y a cette loi des nombres qui n'est pas une numérologie fantaisiste. Je ne veux choquer personne, mais la numérologie, la vraie, l'authentique, c'est celle que le zodiaque va nous expliquer, puisqu'il est fait des 12 premiers nombres. Eh bien, il y a cette évidence, cette loi également, qui a trait dans la chrétienté des premiers siècles. Je ne parle pas du catholicisme actuellement, parce que, naturellement, comme toute chose, croît, se déforme, disparaît et renaît. C'est ce que nous disions tout à l'heure avec la naissance et les renaissances. Tout est renaissance. Bon, les nombres 1, 2, 3, 4 correspondent à 4 prépositions que l'Église orthodoxe, disons, des premiers siècles, l'Église des pères de l'Église, enseignait et qui est comment dirais-je, une vérité en 3 personnes, qui est quelque chose qu'il faut approcher. Ce n'est pas facile, mais qui a dit que la science du zodiaque était une science facile. On y mettrait les enfants à l'école maternelle si c'était facile. Or, ils ne sont pas capables de comprendre la dimension. Mais ça viendra au fur et à mesure, bien sûr. Le nombre 1, c'est 2. C'est-à-dire d'un point de départ, d'un commencement, qui est une totalité en évolution possible, avec ce que ça comporte, comme nous disions tout à l'heure, d'obstacles à franchir, de portes à enfoncer, de libération à faire de soi-même, etc. Le 1, c'est le nombre 2, du point de départ, le commencement, qui est aussi une fin, et nous voyons ça avec l'Ouroboros, qui correspond, quand on fait un zodiaque, j'ai des images, je pourrais vous les montrer, le cas échéant, du commencement et la fin, c'est exactement pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que tout ce qui est minuit, eh bien c'est aussi bien 0 heure que minuit. C'est donc la fin de quelque chose, mais le commencement d'autre chose. Il faut aller assez loin pour réfléchir. Le nombre 2, c'est le nombre par. 2 par an. Et le nombre 4, c'est le nombre à travers. Et nous avons 1, 2, 3, 2 par an, le triangle qui fait tourner le cercle. Les 3 personnes, disons, divines de la chrétienté, les 3 personnes orientales, on les retrouve dans l'Arya-Deva, on les retrouve un peu partout, et dans toutes les civilisations, même chez les Incas. Il faut avoir la curiosité d'approfondir ces choses-là si on veut parler de quelque chose. Eh bien, il y a ce nombre 3 qui est le triangle qui fait tourner le cercle. Et ça s'approche naturellement du symbolisme du cercle, mais alors ne mélangeons pas symbolisme et mythologie, je vous en supplie. Le symbolisme, c'est quelque chose qui est réel, qui peut être, comme tout le reste, dévié, mais un symbole, c'est une figure imagée d'une vérité profonde. D'ailleurs, les symboles ne se font pas, disons, en pensant à autre chose. Donc, nous avons 2 par an à travers.
et vous avez deux parents, c'est le triangle, et à travers, c'est le carré. Et dans le cercle, vous avez le triangle et le carré. C'est la quadrature du cercle avec tout ce que ça comporte d'amusant. Bien, nous vous remercions. Je crois qu'on a peut-être un petit peu dévié du sujet, mais je pense que sur plan numérologique, ça peut être intéressant. Effectivement, je pense qu'on peut reprendre le problème à ce niveau. Bon, monsieur Villet, vous vouliez intervenir? Voilà, on me demande de vous parler un peu de graphologie, parce que vous savez qu'il y a un rapport très étroit entre la graphologie et l'astrologie, et notamment ceux et celles d'entre vous qui vous intéressez à tout ce qui est test de projection, retrouverez très souvent le même dessin dans l'écriture et dans le thème astrologique. Si vous prenez un thème, on parlait tout à l'heure du cancer qui est en bas, si vous tirez la ligne au niveau de l'horizon, admettons bélier balance, la ligne ensuite cancer capricorne, vous définissez donc 4 secteurs, de même que tout à l'heure nous avions une image avec les 4 couleurs qui est toujours là. En ce qui concerne l'écriture, on peut retrouver une similitude assez profonde, merci, une similitude assez profonde entre donc l'écriture et le thème. C'est-à-dire que si vous prenez le thème astrologique d'une personne donnée, si vous lui demandez d'écrire quelques lignes, eh bien, curieusement, vous trouvez très très souvent une parenté entre le dessin, si je puis dire, formé par le thème et le dessin formé par l'écriture. Il faut savoir que le thème est fixe alors que l'écriture donc évolue, ce qui fait que, évidemment, en fonction des transits, on trouvera une évolution de l'écriture. Alors, on m'a demandé en particulier de parler de l'écriture du cancer, puisqu'on parle du cancer aujourd'hui. Comme on le disait tout à l'heure, le cancer, c'est d'abord la captation, c'est d'abord le fait de garder. On parlait de l'igloo, c'est tout à fait un bon exemple, parce qu'on ne peut pas trouver mieux, encore que l'igloo se trouve dans le froid. Mais on retrouve donc cette forme ronde, surtout, de l'igloo naturellement, et que l'on retrouve d'abord dans l'écriture. C'est-à-dire que le cancer a d'abord une écriture qui est ronde. Alors naturellement, suivant l'ascendant et le dominant du thème, vous trouverez des signes souvent contradictoires. Il n'empêche qu'en première analyse, vous trouverez d'abord une écriture qui va vous frapper, premièrement, par le côté rond de cette écriture. Le deuxième point, c'est le côté captatif, captation. Autrement dit, vous trouverez en général des hauts qui sont très grands, qui sont fermés et qui sont destinés à fermer quelque chose, enfermer une famille. Tout le monde connaît les tribulations des enfants qui ont des parents cancer. C'est très difficile pour eux de quitter la famille. Et les psychiatres ou psychologues qui sont ici, j'allais dire dans moi, eh bien, se rendent compte qu'il y a par signe du zodiaque une maladie des enfants. C'est-à-dire que chaque enfant a une maladie qui correspond pratiquement au signe des parents, très très souvent. Alors en ce qui concerne les cancers, on va parler des cancers aujourd'hui, eh bien en général c'est ce pouvoir de captation. Et si l'enfant a un côté indépendant, il va souffrir de cette espèce de haut fermé qui ne supporte pas que l'enfant s'en aille. Et très souvent, l'enfant du cancer est obligé de tuer sa mère ou de tuer son père pour pouvoir partir. Tout à l'heure, j'ai été frappé par ce que disait M. Delapart, c'est-à-dire l'éducation, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc l'éducation, aller dehors. Voilà, elle est dehors, sortir dehors, conduire dehors, voilà, j'ai retrouvé, conduire dehors. Voilà. Du serré, alors... Voilà, donc l'éducation c'est conduire dehors, et bien quand vous voyez l'écriture d'un cancer avec des hauts bien fermés et bien larges, qui sont destinés à abriter les enfants sous les ailes, eh bien on se demande comment un cancer va faire pour conduire quelqu'un dehors. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire. Quels sont ceux qui sont du signe du cancer ici? Ascendant cancer? Le cancer. Lune en cancer? Merci madame. Bien. Je vais maintenant donc laisser la parole à l'un des spécialistes. Je crois que c'est vous, mon voisin, qui êtes spécialiste. Ah madame?